Entre les environs du 23 et du 25 mai, le télescope spatial James Webb allait, pour la première fois, subir un impact majeur sur l'un de ses segments de miroir. Alors, à cette occasion, j'avais envie de vous proposer de revenir sur cet impact, ses conséquences sur la qualité des observations du télescope et ce qui est fait pour les éviter et minimiser les dégâts. Mais j'avais aussi envie d'en profiter pour revenir sur d'autres actualités importantes liées au télescope, comme de récentes observations records d'Hubble ou les futures et très proches premières images de Webb. Mais néanmoins, avant de passer à l'épisode, j'avais envie de vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à partager, liker et commenter cet épisode. Sur ce, je vous retrouve tout de suite pour une nouvelle dose d'espace. Pour commencer cet épisode, je vous propose de commencer avec l'actualité la plus rapidement résumée. Comme vous le savez très probablement, le déploiement du télescope, l'alignement de ses miroirs et les alignements et calibrations des instruments sont désormais achevés. On apprenait maintenant, il y a environ une semaine, que les premières observations de qualité scientifique seront rendues publiques d'ici approximativement un mois, à savoir le 12 juillet. Pour rappel, les différentes photos réalisées avec différents instruments ou à des fins de calibration du miroir et que nous avons déjà pu découvrir avec un certain émerveillement ne sont encore que des images incomplètes. Si certaines d'entre elles sont déjà très belles, elles sont uniquement là à des fins de calibration et ne visent pas encore une cible dans un but uniquement scientifique. D'ailleurs, on ignore encore laquelle de ces potentielles cibles a été choisie pour les observations. Mais pour en savoir plus sur ces premières cibles, je vous renvoie à l'épisode dédié à ce sujet. On peut néanmoins se douter qu'il pourrait s'agir de cibles comme le Grand Nuage de Magellan, qui représente à la fois un intérêt scientifique, mais aussi esthétique et permettant de démontrer les capacités du télescope. Et justement, en parlant de ces capacités, il va être temps d'ouvrir une petite parenthèse pour parler d'Hubble. Vous allez comprendre. Récemment, nous avions droit à la publication d'une nouvelle observation d'Hubble, et pas n'importe laquelle. Un gigantesque champ pris en proche infrarouge et en 10 fois moins de temps que ce qu'il aurait fallu. Pour obtenir cette image, le choix a été fait d'utiliser la méthode du Drift and Shift. Alors, je vous la fais courte, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cause du fait qu'il soit assez proche de la Terre et tourne autour d'elle, le télescope ne peut viser une cible que pendant une cinquantaine de minutes sur les 97 que dure son orbite. Et une petite fraction, moins d'une dizaine de minutes, de son temps d'observation consiste à viser une étoile pour assurer au télescope un meilleur suivi. L'idée avec le Drift and Shift est qu'une fois la cible atteinte et visée, on va laisser le télescope dans cette configuration, prendre un maximum d'images et, s'il dévie légèrement, en profiter pour prendre d'autres images qui viendront agrandir le champ. Alors bien sûr, cette méthode n'est pas nouvelle et date même de 2016. Mais la gigantesque image produite ici permet de cartographier en environ 250 heures, ce qui en aurait pris 2000, le tout en prenant ici 8 fois plus d'images par orbite. L'idée était ainsi de cartographier différentes galaxies, géantes et anciennes, qui pourraient ainsi être des cibles potentielles pour James Webb. D'ailleurs, il va être temps d'en parler du télescope spatial James Webb et de parler d'impact. Ce jeudi matin, on apprenait en effet que le télescope avait été victime d'un impact qualifiable de majeur.
Alors par contre, il va falloir mettre un peu tout ça au clair. Déjà, on parle ici d'impact de micrométéorites. Il est dès lors important de savoir que, souvent, lorsque l'on parle de micrométéorites, il s'agit d'objets dont la taille se compte en millimètres voire micromètres, même si la définition absolue va jusqu'au centimètre. Ce qu'il s'est passé ici, mais qui est déjà arrivé 4 fois depuis le début du déploiement, c'est qu'un de ces minuscules objets est entré en collision avec le miroir. L'impact a ainsi entraîné une très légère déformation du miroir et la solution appliquée consiste alors à très finement, je vous rappelle qu'on parle de mouvements de l'ordre d'un 10 millième de cheveu, repositionner le miroir pour permettre de compenser au mieux la très légère déformation produite. Mais il faut aussi relativiser cet impact. J'en avais déjà parlé également, donc je vous invite à aller faire un tour dans la playlist dédiée à Webb qui sera en fiche, fin de vidéo et description, mais le télescope a été conçu avec ce type d'impact en tête. Ces miroirs sont conçus pour encaisser de petits impacts et ces autres points sensibles sont renforcés pour, justement, qu'aucun instrument ne soit particulièrement en danger lors de ce genre d'événement. Ce qu'il s'est passé avec cet impact, c'est qu'il s'est avéré plus gros que ce qui avait été simulé jusqu'ici, ce qui est, malgré tout, un point important à noter. C'est en effet aussi un point à savoir, mais les miroirs de Webb ont été testés via des essais sur des prototypes physiques et des simulations par ordinateur pour ce genre d'impact, pour justement garantir les performances du télescope sur le long terme. Car à chaque impact, et même si on parle ici de fractions plus que très négligeables, Webb perd aussi un peu de sa capacité d'observation. Ce que cela implique maintenant, c'est qu'il faudra aussi malgré tout actualiser les prévisions pour ce genre d'impact et tenter de les éviter au maximum. Lorsque l'orbite de la Terre, et donc de Webb, qui est aussi autour du point de Lagrange L2, point d'équilibre entre les forces qui l'éloignent de la Terre et l'en rapprochent, traverse un nuage connu, une pluie de météorites, on peut volontairement changer son orientation pour minimiser les risques d'impact, tout en gardant le pare-soleil orienté vers le Soleil, bien évidemment. D'autre part, il faut aussi savoir que le télescope a été conçu avec des marges, tant en termes de qualité des miroirs que de précautions prises au sol, qui sont plus que largement suffisantes. Ainsi, ce type d'impact n'est à aucun moment problématique, limitant pour Webb ou toute autre chose. Ils sont hélas un événement naturel que l'on ne peut éviter, mais que l'on peut tenter d'anticiper dans le cas des pluies de météorites connues. Si ces impacts dégradent mais alors là très lentement les capacités de Webb, cela ne se fera pas vite sentir et il y a fort à parier que ce soit plutôt le manque de carburant qui mette fin au télescope, même si, là aussi, les marges sont grandes et j'ai déjà abordé le sujet. Enfin, en dernier point, Webb permettra aussi d'en apprendre plus sur ce type d'impact, leur taille, leur fréquence, qui restent encore des paramètres parfois un peu mal connus, et ainsi permettre tant d'affiner les modèles pour sa sécurité, que celle de potentielles futures missions comme l'UVOIR. L'UVOIR dont j'ai déjà également parlé, mais vous connaissez la chanson playlist, tout ça. En attendant, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.